Monsieur le Président de la Fondation, Mesdames et Messieurs Lazzi, chers lauréats, Ladies and Gentlemen, je regrette que c'est possible pour moi de parler en français ce soir. C'est possible, mais c'est trop difficile. Je parle votre merveilleuse langue, malheureusement, comme un élève à l'école en Écosse, il y a 30 ans. Et ce que je veux dire ce soir, ce n'est pas facile. Les relations entre la finance et la politique sont extrêmement compliquées. Je crois que sans l'histoire, nous ne pouvons pas comprendre ces relations. Bon, ça suffit. I would like to tell... J'aimerais vous raconter une histoire. Et il faut le dire en comparaison avec le travail académique qui a été récompensé ce soir. Ma petite histoire n'est, elle, pas très compliquée. En tout cas, elle ne l'est pas en anglais. J'aimerais essayer d'examiner le lien entre les crises financières et le populisme politique. Si vous vous posez la question pourquoi la première diapositive que je vous montre le goûter du chapelier fou d'Alice au Pays des Merveilles. Alors ne bougez pas. Suite à ce qui s'est avéré être la plus grosse crise financière depuis la dépression, nous avons vécu et nous continuons de vivre une succession d'après-coups, de secousses postérieures. La première secousse contre la finance. Cet objet, quelque peu étrange que vous voyez, c'est un modèle de poulpe géant. Si vous connaissez bien le magazine Rolling Stone, vous saurez que l'an dernier, un des rédacteurs, Matt Taibbi, avait décrit la banque d'investissement Goldman Sachs. Vous êtes heureux d'entendre que l'on parle de Goldman Sachs et pas d'UBS. Avait décrit cette banque, je les cite, comme un grand poulpe vampire autour de l'humanité qui s'approche de tout ce qui a l'odeur de l'argent. Ce qui est décevant, c'est que Rolling Stones n'ait pas utilisé une image de poulpe vampire géant pour ce propos. Mais dans une protestation contre Goldman Sachs à New York, peu après la publication de cet article, quelques protestataires voulaient justement représenter ce poulpe vampire géant. Et vous le voyez, il joue avec une petite planète, c'est la planète Terre, entre ses tentacules. Si vous avez étudié l'histoire de la finance, vous reconnaissez cette image. Vous la connaissez bien. Il y a plus de 100 ans, des critiques populistes du système financier, dont je parlerai un peu plus aujourd'hui, avaient décrit la maison Rothschild comme étant un grand poulpe, une pieuvre jouant du monde comme s'il s'agissait d'un simple ballon. La première partie de ces secousses postérieures à toute crise financière, c'est un retour de manivelle contre la finance. Mais ça n'est pas tout. Nous assistons également à un retour de manivelle contre les personnes en place, les responsables politiques, ceux qui sont en exercice et qui ont le malheur d'y être lorsque le malheur arrive. Vous lisez certainement tous ce grand journal, cette grande publication qu'est le journal anglais The Sun. Si vous l'êtes, vous vous souviendrez bien du mouvement charnière lors des dernières élections dans mon propre pays, au Royaume-Uni.
Voilà ce qui s'était passé lorsque le Premier ministre, M. Gordon Brown, avait eu le malheur de laisser un micro ouvert après une rencontre avec un membre du grand public. Et vous le savez tous, mesdames et messieurs, une fois qu'on a rencontré quelqu'un du public, il faut enlever son micro avant de dire quoi que ce soit. Entre guillemets, c'était une bigote, une simple bigote. C'est ainsi que l'a décrite M. Brown parce que Mme Duffy avait été téméraire et avait parlé de l'immigration venant de l'Europe de l'Est. Et c'était une question que M. Brown ne souhaitait pas aborder pendant la campagne en vue des élections. Ces mots, ce n'est qu'une simple bigote, ont assuré pratiquement la défaite de M. Brown et son départ. Il a pu rejoindre un club avec d'autres grands dirigeants qui ont dû quitter leur poste suite à la crise financière et puis leur mauvais choix de mots. Par exemple, l'ancien Premier ministre néerlandais, M. Balkenende. Ils pourraient aller boire un verre ensemble et discuter de leur situation. Pourquoi la crise financière a éclaté alors qu'ils étaient en poste? M. Brown doit se poser la question en voyant son ancien partenaire, M. Tony Blair, publier ses mémoires et être numéro 1 des best-sellers. Pourquoi est-ce que ça ne lui est pas arrivé à lui? Ensuite, il y a certaines personnes en place, des politiques en place, qui essayent d'éviter la balle volante de la crise financière en redirigeant cette munition, en l'écartant d'eux-mêmes pour en viser d'autres. Ce n'est pas une coïncidence que le président français, M. Sarkozy, ait choisi pendant la dernière année d'aborder la question de la burqa, du voile intégral, et d'en faire une question politique, un objectif politique premier de son gouvernement, l'interdiction de ce vêtement. Il n'y a de cela que quelques jours, c'est devenu une loi en France. Il est maintenant illégal de porter une burqa en France. Pour ma part, mesdames et messieurs, je ne vais pas me lancer dans les avantages et les inconvénients, le pour et le contre de cette décision, mais je dirais simplement que ce n'est pas une stratégie totalement nouvelle. Lorsqu'il y a une crise financière, on essaye de s'en prendre à des personnes issues de l'immigration et on dirige le feu contre leur culture. Le retour de Manivelle n'est pas terminé. Hier encore, et vous l'avez certainement vu aux nouvelles, on a assisté à des manifestations dans de nombreux pays d'Europe, organisées surtout par des mouvements syndicaux contre les budgets austères, d'austérité. C'est le cliché d'une manifestation à Valence, en Espagne, mais je pourrais vous en montrer bien d'autres. Et croyez-moi, vous verrez, vous assisterez à des manifestations nettement plus grandes dans les mois qui viennent, au moment où cette austérité introduite par le gouvernement, comme le gouvernement espagnol, se fera sentir dans le secteur public, auprès des syndicats et toutes leurs caisses de pension. Nous sommes au cœur maintenant d'un retour de manivelle politique suite à une grande crise financière. Et ce soir, ce que je me propose de faire, c'est d'expliquer la relation entre ces deux en reprenant un contexte historique pour vous montrer que nous avons déjà vu ce film. Essayons de replacer cette crise dans une perspective. On l'a décrite, cette crise, dans un article du New York Times, c'était Paul Krugman, comme étant une troisième grande dépression, ce qui peut induire en confusion, parce que la plupart des gens n'ont entendu parler que d'une grande dépression, mais c'est bien qu'il l'ait fait parce que j'aimerais que vous en appreniez un peu plus ce soir sur la toute première grande dépression qui avait commencé en 1873. Mais avant d'en arriver là, une petite précision. Pourquoi est-ce qu'il ne s'agit pas d'une dépression aussi grave que la dépression de 1929 à 1932? À l'heure actuelle, la plus grande économie du monde, serait sortie de la récession. C'est ce que l'on dit. Le Bureau national de recherche économique a annoncé la fin de la récession
C'était au mois de juin dernier. Cette annonce a suscité pas mal d'incrédulité du côté des Américains qui avaient perdu leur maison ou leur emploi et qui ne voyaient pas de signe de reprise. On peut accepter cette définition officielle qui dit que la récession est finie une fois que l'effondrement s'arrête et que l'économie commence à se reprendre. Il est indéniable que cette récession était la plus longue depuis la Seconde Guerre mondiale. 18 mois, c'est plus long que la récession des débuts des années 70 et 80. Mais comme vous le voyez à l'écran, c'est une récession nettement plus courte que la Grande Dépression de 1929, 1932 ou 1933, qui avait duré 43 mois. C'est plus court également que la toute première Grande Dépression de 1873 à 1879, qui avait duré 65 mois, en croire la définition du Bureau national de recherche économique. C'est une récession longue ou une légère dépression. C'est comme ça que je l'appelle. La croissance réelle du PIB a été négative sur 5 des 10 derniers trimestres. La reprise se relâche aux États-Unis et les Américains ne ressentent pas vraiment cette reprise parce que le chômage de longue durée a atteint un niveau le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale. On voit à l'écran, si on regarde les chiffres trimestriels, le changement du PIB ajusté à l'inflation, on assiste à un phénomène plus long mais pas particulièrement marqué ou approfondi par rapport à ce que nous avons vu depuis la guerre. On constate également que le chômage de longue durée, c'est un taux très élevé. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le pourcentage de chômeurs, donc sans emploi, aux États-Unis depuis plus de 27 semaines. C'est un pourcentage qui est en augmentation aujourd'hui encore, 44%. D'où cette perception du public américain qui pense que c'est plus une dépression qu'une récession et que cette phase n'est pas encore terminée. Cela dit, j'aimerais souligner que s'il s'agit d'une légère dépression, cela a un autre sens par rapport à une grande dépression. Si c'était une grande dépression, mesdames et messieurs, vos investissements dans le marché de titres, je suis sûr que tous ensemble, vous avez investi d'énormes sommes sur les marchés boursiers, nous sommes en Suisse après tout, vos investissements auraient perdu 85% plutôt que simplement 30%. Parce qu'à ce stade, dans la Grande Dépression, au bout de tant de mois, c'est là qu'en était la bourse aux États-Unis, une baisse de 85%. Et si vous l'avez fait, si vous aviez investi dans les marchés émergents, surtout en Amérique latine, vous ne vous plaindriez pas du tout parce que vous auriez constaté un rendement annuel de 6,75%. Tout au long de la crise. C'était en Colombie qu'il fallait investir. Vous pouvez vous demander pourquoi et peut-être que vous pourrez me donner votre réponse. Mais si vous aviez bien diversifié vos investissements, si vous aviez un portefeuille d'obligations, entreprises ou publiques, vous auriez eu plus-value de 20%. Ça ne ressemble donc en rien à un choc économique aussi grand que la Grande Dépression qui avait commencé en 1929. Voilà quelques graphiques, j'espère que vous les voyez bien du fond de la salle. On y explique la différence entre la Grande Dépression de 1929 et notre époque. Ces graphiques ont été mis au point par mes amis Eichengreen et O'Rourke qui mettent à jour régulièrement leurs comparaisons dans des articles qu'ils publient en ligne. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la production industrielle mondiale qui a baissé à un taux ressemblant à la dépression jusqu'à l'été 2009. Si vous suivez la ligne rouge, notre crise, et que vous faites une comparaison avec la ligne bleue, la crise de 29, vous voyez qu'elles sont pratiquement parallèles pendant un bon bout de temps et ensuite elles s'écartent l'une de l'autre. Elles s'écartent juste au moment où le Bureau national a dit que la crise était terminée, en juin 2009. La situation est semblable pour les échanges mondiaux. Les échanges mondiaux ont baissé plus nettement pendant notre crise que pendant la première phase de la dépression.
Mais ensuite, contrairement à la dépression, les échanges ont repris et cette reprise a commencé à la mi-2009. Regardons maintenant les marchés boursiers mondiaux. Vous voyez à quel point la crise a été sévère et les pertes importantes en 2007, 2009. Et puis vous voyez ensuite le rebond. Comme ça a été le cas pour tous les indicateurs que je vous ai montrés, la tendance de dépression s'est arrêtée à la mi-2009. Si vous regardez le marché boursier des États-Unis, c'est aussi clair. Il s'est passé quelque chose pendant l'été 2009 qui a fait remonter l'économie américaine. Parce que si on avait continué, on aurait eu un effet de réplication de la Grande Dépression. Il est très important de comprendre ce phénomène. Je veux vous montrer que nous nous sommes vraiment rapprochés d'une réplique de la Grande Dépression, mais que nous avons réussi à l'éviter. Et ce soir, j'aimerais tenter de vous montrer pourquoi les choses se sont passées ainsi, pour ensuite parler des conséquences politiques. Je crois qu'il existe 3 raisons qui expliquent pourquoi nous ne sommes pas en situation de grande dépression, pourquoi nous connaissons seulement une légère dépression ou une grande récession. Première raison, la Chine. Contrairement aux années 30, une économie très importante continue de connaître une croissance rapide en dépit du quasi-effondrement du système occidental. Cette économie, c'est la Chine, la deuxième plus grande du monde qui a dépassé le Japon cette année. Ce qui est impressionnant sur ce graphique, c'est que vous constatez qu'il n'y a rien eu qui ressemble à une dépression en Chine pendant la crise. Et le FMI pense que la croissance chinoise devrait s'approcher de 10% par année jusqu'en 2015. Une raison qui explique qu'il n'y ait pas de grande dépression, c'est qu'il y a un nouveau moteur de croissance qui s'est enclenché. Ce moteur, c'était la Chine. D'autres économies asiatiques ont connu la croissance. L'Inde a eu des résultats impressionnants. La plupart des autres économies asiatiques ont cru grâce à la croissance de la Chine. Et cette relance de la Chine a été une des grandes raisons de la reprise pendant la deuxième moitié de 2009 et la suite de cette reprise aujourd'hui. Deuxième raison qui explique pourquoi nous ne sommes pas en situation de grande dépression. Une personne, en tout cas une personne, a tiré les enseignements de l'histoire, Ben Bernanke. Le président de la Réserve fédérale des États-Unis, fort heureusement, était un historien financier lorsque la situation était différente. Et c'est vraiment une grande chance parce que les personnes qui ont étudié aux États-Unis la finance et l'aspect bancaire de la Grande Dépression ne sont pas très nombreuses. Si on demande à un public aux États-Unis, et je parle d'experts financiers, si on leur demande qui a lu Milton Friedman et Anna Schwartz, leur Histoire monétaire des États-Unis, c'est l'ouvrage le plus important de l'histoire financière qui ait été écrit au sujet des États-Unis. Très généralement, dans une salle, dans un auditoire de cette taille, 3 mains se lèvent généralement. Parce que l'histoire financière, mesdames et messieurs, on ne l'étudie pas comme on étudie les méthodes quantitatives de la finance. Fort heureusement, comme je l'ai dit, l'homme qui était à la tête de ces politiques monétaires avait lu Friedman et Schwartz et avait aussi lu quelques livres sur ce sujet et avait lui-même rédigé différents articles sur la crise bancaire du début des années 30. Nous savons donc qu'au moins une personne qui était en poste savait quoi faire. Ce qu'il a fait, c'était très simple. Il a fait l'opposé de ce que la Fed avait fait pendant la dépression. Ben Bernanke a tenu sa promesse qu'il avait faite à Friedman peu avant son décès. Il lui avait dit « Nous vous promettons que nous avons tiré les leçons et nous ferons en sorte que cela ne se reproduise pas. Nous ne permettrons pas à l'économie de se contracter en n'arrivant pas à élargir la base monétaire en cas de crise bancaire. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le bilan du système de la Réserve fédérale. C'est une autre manière de décrire la base monétaire de l'économie des États-Unis.
Ben Bernanke a multiplié la taille de cette base par 2,6 suite à la banqueroute de Lehman Brothers. Et c'est la deuxième raison, mesdames et messieurs, qui explique que nous ne sommes pas en grande dépression. S'il ne l'avait pas fait, beaucoup d'institutions financières auraient failli après la faillite de Lehman Brothers. Troisième raison, on dit souvent, même si je ne suis pas convaincu par cet argument, on dit souvent que nous ne sommes pas en situation de grande dépression à cause de la politique fiscale et des déficits très importants des États-Unis et d'autres gouvernements. Il ne faut pas décrire tout cela de manière simple comme plan de relance fiscale, parce que la plupart des déficits aux États-Unis et ailleurs sont arrivés suite à la baisse des recettes fiscales et la hausse des prestations sociales. Les économistes parlent de stabilisateur automatique. Personne n'a pris cette décision, c'est ainsi que les choses se passent parce que c'est ainsi que le système fiscal fonctionne dans une économie développée. Mais aux États-Unis, il y a eu une relance fiscale discrétionnaire. Et on pourra en parler pendant longtemps. Est-ce que cette relance a eu un effet significatif ou non? Disons que ça n'a pas causé de tort, peut-être que ça a même occasionné du bien, et ça a certainement été utile à la politique de Bernanke parce que ça lui a donné davantage de sources qui lui a permis de transformer en liquidité des bons du Trésor américain supplémentaires. Il y a eu une discussion dans ce pays, comme il y a eu une discussion dans mon pays, quant à la sagesse d'un stimulus budgétaire. Alors, ce qui est avantage avec ce genre de graphique, c'est que vous pouvez comparer les stimuli budgétaires dans le monde entier. Alors, ce qui est intéressant, quand vous regardez le stimulus budgétaire par rapport au PIB et vous les classez, ces stimuli, eh bien, les États-Unis d'Amérique, sans le moindre doute, ont été les champions du keynesianisme. Alors, en Suisse, il n'y a pas véritablement eu de réaction à la Keynes d'un point de vue budgétaire par rapport à ce qui s'est fait aux États-Unis d'Amérique. La Corée, l'Australie, on peut descendre la liste. Tout juste derrière des États-Unis d'Amérique par rapport à ce qu'ils ont emprunté. Alors, ces injections budgétaires, est-ce qu'elles étaient aussi importantes que le prétendent Paul Krugman, les champions du keynesianisme? Ce n'est pas ça mon propos ce soir. Mon propos, c'est de savoir ce qui va se passer maintenant. Alors, puisque tout le monde n'a pas su faire preuve d'autant de patience que la Suisse, parce que certains ont laissé leur déficit s'enfler, et donc on se retrouve dans une situation bizarre. Le monde est à l'envers. On pensait que c'était les marchés émergents qui avaient des problèmes de dette, qui se retrouvaient avec une dette énorme par rapport à leur PIB. Maintenant, suite à la crise, ce sont les pays développés qui souffrent d'une crise de la dette. Et si vous regardez les pays avancés des G20, on va vers une situation dans quelques années où en moyenne le ratio dette PIB dépassera de loin les 100% et sera près des 120%. Le problème, c'est que, comme on le constate aujourd'hui, c'est que quand on se lance dans la dette, c'est un petit peu comme quand on passe une soirée très arrosée et il y a les lendemains de fête. Ils ne sont pas très agréables. Alors, la question de savoir qui souffre de ce problème le plus rapidement. Ici, vous voyez les rendements pour les obligations à 10 ans pour la Grèce, pour l'Irlande, pour le Portugal et pour l'Espagne. Alors, la Grèce est tout en haut. Elle a constaté une augmentation des rendements des obligations énorme depuis ce problème de crise souveraine. Et puis Irlande, Portugal qui suivent. L'Espagne s'en sort encore relativement bien pour l'instant. Le problème, c'est que les gouvernements qui ont emprunté systématiquement aux alentours de 10% du PIB, peu après, souffrent d'un problème de perte de crédibilité. Et quand cela se produit aux yeux des investisseurs obligataires, il y a la spirale infernale qui se lance.
Au fur et à mesure que les marchés perdent confiance, ils se débarrassent des obligations, les prix des obligations chutent, le rendement des nouveaux emprunts augmente. Au fur et à mesure que ça augmente, le coût du financement des nouveaux emprunts augmente et c'est ainsi que grossit le déficit. Et plus le déficit devient important, moins il y a de confiance sur les marchés, et etc., etc. C'est une spirale terrible. La tragédie grecque, la tragédie irlandaise, bientôt la tragédie portugaise. On espère simplement, on espère que ça ne devienne pas une tragédie espagnole. C'est ça le processus qui est en cours. Et il a commencé, ce phénomène, dans l'Europe périphérique, dans le sud de l'Europe et dans le nord de l'Europe en Irlande. Mais je ne pense pas que ça va s'arrêter là. Et le fait que ça s'arrête là, c'est très très important pour mon argumentaire de ce soir. Alors, très souvent, vous entendrez dire que les plans de sauvetage qui ont été présentés cette année, c'était pour sauver la Grèce. Mais non. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis à disposition des fonds à la Grèce et à l'Irlande et au Portugal et à l'Espagne pour empêcher qu'il y ait une crise énorme affectant le monde bancaire non européen. Ici, vous voyez l'exposition des banques allemandes, françaises, néerlandaises et belges aux PIGS. Donc c'est un acronyme en anglais des noms de ces 4 pays. Et c'est pas très agréable d'être appelé pig, c'est un cochon en anglais. Mais vous savez, on n'est pas très loin de l'Allemagne. Le fait est que quand on entend les économistes et les politiques allemands en train de faire des remontrances aux Européens du Sud parce qu'ils ont été dépensiers, mais c'est de la pure hypocrisie, parce qu'ils ont mis à disposition des fonds, surtout pour sauver les banques allemandes, plutôt que pour sauver le gouvernement grec, si vous regardez les chiffres. Voyons un petit peu ces PIGS. Pourquoi est-ce que les marchés ont perdu toute confiance dans ces 4 pays? Regardez ces 4 graphiques pour le Portugal, l'Irlande, la Grèce et l'Espagne. Ces graphiques sont tirés d'une étude qui a été publiée par votre BRI, la Banque des règlements internationaux, une institution extraordinaire qui a toujours des analyses extrêmement précises du monde financier. C'est l'une des rares institutions qui ait su anticiper la crise financière avant qu'elle ne se produise. C'est vraiment dommage que la BRI n'ait pas de pouvoir. Alors, ce qu'elle a démontré dans son étude, c'est que ces 4 pays étaient à la veille d'une crise budgétaire. S'ils ne modifiaient pas leur politique, leur ratio de dette par rapport au PIB monterait à 300% et 400% pour la Grèce d'ici 2040. S'ils ne changeaient pas de politique, de toute façon, même avec des changements extraordinaires, ils se retrouvaient au-dessus de 100%. Et puisque c'était quasiment impossible qu'il y arrive, c'est pas étonnant que les gens se sont dit, mais c'est vraiment des cochons. Alors, quand on regarde l'étude de plus près, quand on regarde ces graphiques pour le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique, il s'avère que ce ne sont pas les seuls cochons sur le marché. Alors, avant l'élection du nouveau gouvernement et le budget très rigoureux qui a été présenté par mon ami George Osborne, la Grande-Bretagne allait dépasser tous les records avec un ratio dette-PIB de 500% sans correction politique. Et tout juste derrière se trouvaient les États-Unis d'Amérique, alors que, notez bien que les États-Unis d'Amérique n'ont pas pris la moindre mesure de restriction budgétaire. Donc, rien ne va changer. À savoir que les États-Unis vont se retrouver avec un ratio de dette PIB de plus de 400% d'ici 2040, ce qui a donné lieu à une manchette que je n'ai pas pu utiliser, une manchette du Financial Times, en raison de la mesquinerie du rédacteur Lionel Barber. Mais je vous la montre quand même, cette manchette. Donc c'est un jeu de mots sur la société bien connue Toys R Us, et ce sont ces cochons qui sont nous, et en même temps vous avez les États-Unis qui sont us, c'est-à-dire nous. Alors ça résume bien la situation, c'est que le problème des soi-disant pigs sont moindres dans le long terme que les problèmes des États-Unis d'Amérique.
Alors, regardons un petit peu une autre source d'information qui vous explique pourquoi ce sera le cas. Donc, on laisse de côté le PIB, on va simplement s'intéresser aux recettes fiscales et calculer le rapport entre la dette et les recettes fiscales. Exprimé en pourcentage, le chiffre pour la Grèce, c'est effectivement choquant, 312%. Et c'est pire que la plupart des autres pays européens. Mais si vous descendez la liste à droite, qu'est-ce que vous trouvez? Les États-Unis d'Amérique, c'est encore pire, avec un ratio de 358. C'est la raison pour laquelle Pigs Are Us n'est pas une simple plaisanterie. Les États-Unis d'Amérique, sans changer sa politique budgétaire, va aller droit dans le mur. Et la seule raison pour laquelle cette crise n'a pas encore commencé, c'est que les États-Unis d'Amérique, en tant que superpuissance qui est maîtrise de la devise de réserve mondiale, a une marge de manœuvre dont ne dispose ni la Grèce, ni le Portugal, ni l'Irlande. Alors, le bureau du budget du Congrès sort ses propres études et on voit bien la taille du problème. Le CBO dit que le scénario le plus vraisemblable, c'est qu'on se retrouve à 180%, ça c'est le ratio pour 2035. Donc ils ont un autre scénario, ligne de base, qui part du principe que rien ne va changer, rien ne va évoluer. L'autre scénario, le pire, c'est que les politiques américains vont agir comme ils le font d'habitude. C'est pour cette raison que c'est le scénario le plus vraisemblable. Bon, on comprend le contexte du point de vue économique. Voyons un petit peu ce que cela signifie d'un point de vue politique. Alors pour ceux qui n'aiment pas trop l'économie, maintenant vous allez pouvoir vous détendre parce qu'on va parler politique. Alors, je souhaiterais me concentrer sur deux dimensions, la dimension internationale et la dimension nationale. Et je vais commencer par la dimension internationale et je vais commencer plus particulièrement par la crainte de la part des créanciers des États-Unis d'Amérique de l'inflation. Environ la moitié de la dette fédérale est détenue par des étrangers, dont les autorités monétaires chinoises pour la plupart. Depuis des années, ça les inquiète. Ils ont l'impression qu'il va y avoir une dévaluation du dollar et ils se disent que c'est eux qui vont en payer les prix cassés car ils détiennent 3 trillions de réserves en dollars. Le gouvernement américain, naturellement, souhaite réduire son fardeau de la dette grâce à l'inflation et la dévaluation du dollar. C'est ce que pense Zhang Ming, le chef adjoint du Bureau de recherche financière internationale de l'Académie chinoise des sciences sociales. Donc, il y aura une perte de la valeur des réserves chinoises et je pourrais vous donner d'autres citations, une dizaine du même ordre. Donc, vous comprenez pourquoi les Chinois s'inquiètent. En tant que plus grand importateur des produits de base du monde, ils savent que le prix des produits de base ont pris l'ascenseur. Vous voyez les indices des produits de base qui ont connu une forte reprise et pour ce qui est de l'or, et je suis sûre que vous en avez plein vos matelas. Avec l'or dépassant les 1300 $ l'once, la plupart pensent que c'est une indication sûre et certaine d'une inflation à venir. Et c'est la raison pour laquelle, sans que qui que ce soit ne le remarque, les Chinois ont commencé à réduire leurs réserves de titres américains, une baisse de 10%, si mes calculs sont exacts, donc ils n'ont plus que 10%, alors qu'avant ils avaient 13% de la dette fédérale totale détenue par les autorités publiques. Donc ça, c'est une façon de voir les choses et c'est l'une des raisons pour laquelle ce que je décris comme étant la chimérique est justement
cette fusion symbiotique de la Chine et de l'Amérique est en train de se déliter. Et autre chose très important, donc si vous avez envie de vous endormir, c'est maintenant qu'il convient de vous réveiller, parce que c'est important. Les craintes des Chinois sont peut-être erronées et je pense que c'est plutôt la déflation que l'on va voir se développer aux États-Unis d'Amérique plutôt que l'inflation. Pourquoi ? En raison de la maturité, la structure de maturité de la dette fédérale américaine est plutôt courte et parce que les investisseurs obligataires sont extrêmement vigilants, à ce point qu'ils sont presque des activistes. Donc toute augmentation, toute indication d'inflation donnera lieu tout de suite à une augmentation des taux. Et si ça se fait avant qu'il n'y ait de l'inflation, il se peut qu'il y ait une augmentation réelle des taux d'intérêt. Et ça, c'est beaucoup plus préoccupant pour une économie avec tant d'effets de levier qui affectent les bilans tant privés que publics. Alors, dans ces cas-là, les conflits de distribution seront beaucoup plus douloureux d'un point de vue politique que ce serait le cas s'il y avait de l'inflation. Et secrètement, inconsciemment, les Américains ont besoin, l'appel de leur vœu, mais ils n'osent pas le dire, ça ne se fait pas, ce n'est pas politiquement correct de le faire, et de toute façon, ça ne se passera pas comme cela. Voici les chiffres de l'inflation américaine pour les prix des produits les plus courants, vous voyez. Et si vous regardez les autres indicateurs, les prix des producteurs, ou les prix de Philadelphie, vous voyez qu'on est déjà dans le négatif, c'est quand même inquiétant. Et ce qui est encore plus étonnant en ce qui me concerne, c'est que les mesures qui ont été prises donnent lieu à ce genre de résultat avec ce qu'on appelle le M3 money, avec une contraction 3%, ce qui ne donne pas un scénario inflationniste. Ça, c'est plutôt une indication de déflation. Si vous reprenez toutes les projections, si vous reprenez toutes les provisions de toutes les banques, et c'est ce que j'ai fait, et vous regardez ce que ces banques disent portant sur les rendements sur 10 ans et l'inflation en 2011, vous n'obtiendrez pas de chiffres négatifs. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que les taux resteront positifs l'année prochaine. Et je le répète encore une fois, les taux d'intérêt positifs, les taux nominaux moins l'inflation toujours positifs, c'est une très très mauvaise nouvelle pour une économie qui a un fardeau combiné de dettes publiques et privées de 375% du PIB. Nous sommes dans un monde à deux vitesses. D'un côté, c'est le monde de la Chine. L'inflation est un problème. La Chine connaît une croissance très importante parce qu'elle a réussi à étendre son système de crédit. Les produits de base sont là, les Chinois les achètent en grande quantité. L'Inde doit se faire du souci concernant le prix des produits alimentaires. Dans le monde émergent en Asie, l'inflation, c'est un problème. Mais dans l'autre monde, le monde dans lequel nous vivons, le monde développé, le problème, c'est la déflation. Et, mesdames et messieurs, le scénario cauchemar est bien réel. Le Japon nous a déjà montré à quoi pourrait ressembler l'avenir. Aux États-Unis et dans l'Union européenne, les années qui viennent pourraient se caractériser par une combinaison de type japonais d'une dette publique qui explose, des taux nominaux très bas et une croissance extrêmement lente. J'en viens maintenant à l'histoire. Tout ceci s'est déjà produit par le passé. Une période de déflation prolongée et de croissance de subprime a eu lieu après la première grande crise financière de 1873, la première grande dépression qui a commencé à ce moment-là. Les résultats économiques dans une économie mûre comme le Royaume-Uni étaient faibles. À cette époque, les États-Unis, c'était plutôt un marché émergent à l'époque, a eu une année de croissance négative, puis une période de croissance prolongée et lente. Mais des prix
en baisse, des taux réels positifs. C'est ça le concept de base, parce que dans de telles circonstances, le conflit entre les créanciers et les débiteurs devient plus tendu et domine la scène politique nationale. Voilà l'indice des prix à la consommation aux États-Unis de 1872 à 1901. Vous voyez la baisse importante des prix, plus de 20% jusqu'au point le plus bas, puis la tendance déflationniste qui s'est poursuivie jusqu'au début du XXe siècle. J'aimerais maintenant vous montrer un graphique que je vous ai déjà montré, mais nous avons ajouté une troisième ligne. Souvenez-vous de la différence des résultats sur les bourses au cours de cette crise par rapport à la crise de 29. Regardez maintenant la ligne en bleu. Voilà le marché boursier des États-Unis après le pic de mai 1872. Si vous regardez la ligne verte qui s'en rapproche, qui retouche pratiquement la ligne bleue, j'ai l'impression qu'on est peut-être dans une dépression de ce genre-là. Pas 1929, et plutôt une dépression du type 1872. Ça a duré longtemps, mais ça n'était pas aussi grave. Et cette crise ne se caractérisait pas par une chute des prix des actifs, mais par une descente progressive accompagnée d'une baisse des prix. Nous pouvons tirer les enseignements de cette période, avoir une idée de ce qui nous attend, parce qu'à cette période est arrivé un mouvement que l'on connaît chez les historiens comme le mouvement populiste. Le populisme, mesdames et messieurs, c'est la politique des perdants et de ceux qui veulent arriver à de nouveaux postes, de ceux qui ont des dettes et ceux dont les actifs stagnent. Les salaires stagnent. C'est une hostilité envers les banquiers, les responsables politiques, les financiers et les étrangers. Et une des conséquences du populisme, c'est très souvent un conflit international, parce que les gouvernements sous pression des populistes auront plus tendance à élever les droits de douane, adopter des mesures protectionnistes, se lancer dans une guerre de devises et se lancer dans des batailles sur les dettes. Ce film, je vous l'ai dit, nous l'avons déjà vu. Le parti populiste n'a jamais réussi à produire de président. 10 gouverneurs, 6 sénateurs, 39 représentants et même si le parti populiste a perdu une bataille pour remonétiser l'argent, c'est l'étalon or qui avait été retenu, il n'avait pas de système bimétallique, il a réussi à pousser les républicains à élever les tarifs, à faire sauter les cartels et finalement à emporter une victoire sur une question clé pour eux, la prohibition en 1920, la prohibition de boissons alcooliques aux États-Unis. Ce monsieur est devenu la personnification même du mouvement populiste. Candidat 3 fois perdant aux élections présidentielles, William Jennings Bryan. Contre l'or, contre l'alcool, contre l'Empire et contre Darwin, il était un des partisans les plus ardents, un des personnages les plus vocaux à l'époque aux États-Unis. Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. J'aimerais donc vous parler de l'arrivée d'un personnage semblable à M. Bryan. Si vous regardez les statistiques par rapport aux élections aux États-Unis, il est très intéressant de voir le nombre de votes pour des candidats ne venant pas des deux grands partis. Regardez les votes pour les élections présidentielles. On voit qu'on est arrivé à pratiquement 5%, ensuite 12%, regardez ce qui a été fait pour la Chambre des représentants, 10%, ensuite 20% en 1912, et pour les élections présidentielles de 1912, non démocrates, non républicains, en tout, c'était 35% des votes. Vous pensez que ce système bipartite est un acquis et ne va jamais bouger aux États-Unis? Ça n'est pas le cas. Et lorsqu'on a un retour de manivelle populiste, c'est justement le système qui est mis sous pression à cause de cette hostilité face aux personnes en place qui concerne autant un parti que l'autre. Faites-les partir de là, c'est un slogan qu'on entend concernant les républicains et les démocrates. Que va-t-il se passer au mois de novembre?
Voilà ce que l'on me dit du côté des experts en la matière. Il faut s'attendre à des gains pour les républicains au Sénat, 8 ou 9 sièges. Chambre des représentants, 30, peut-être 40. Ils auront une majorité à la Chambre des représentants, c'est sûr. Pour également gagner 6 États et avoir une majorité dans le contrôle des États, avec un grand nombre de gouverneurs. Si vous lisez les commentaires dans la presse, on s'attend à ce qu'Obama réagisse en se repositionnant vers le centre, comme l'avait fait Clinton après l'arrivée de Newt Gingrich en 1994. Et je pense que c'est une erreur. Le dernier point que j'aimerais mentionner ce soir concerne le populisme. Le populisme change la donne, comme une crise financière change la donne économique. J'aimerais dire quelques mots au sujet du Tea Party, puis ensuite ouvrir la discussion. Plus de la moitié des électeurs des États-Unis disent être en faveur du mouvement du Tea Party. 35% disent qu'ils soutiennent positivement ce mouvement et jusqu'à un quart dit qu'il en est membre. Un quart. 71% des républicains disent soutenir le Tea Party. Mais qu'est-ce que ce Tea Party, au juste? Le Tea Party, c'est une allusion au Tea Party de Boston. Et c'est une sorte de groupe fondamentaliste qui s'oppose à plein de choses et avec une petite touche de xénophobie. C'est la manière la plus positive de les décrire. Fondamentalisme constitutionnel, ligne dure pour les questions fiscales. Et il y a deux sortes de Tea Party, de goûter dans ce monde. Il y a la Tea Party de Boston et il y a le goûter du Chapelier Fou. J'aimerais vous présenter ce monsieur qui sera peut-être le William Jennings Bryan de notre époque. Il s'appelle Glenn Beck. C'est un animateur de télévision avec un public qui n'arrête pas de grandir. Si vous ne l'avez jamais vu, allez sur YouTube ce soir et regardez Glenn Beck. C'est un ancien alcoolique. Il s'est converti à la religion mormone. Il déteste Woodrow Wilson. Attention, Woodrow Wilson était un progressiste. C'est lui qui a remis les démocrates au pouvoir en 1912 en s'écartant de la tradition populiste. C'est un populiste. Voilà ce qu'est Glenn Beck. Et voilà ce que dit Glenn Beck dans un entretien avec le New York Times qui paraîtra bientôt. Tout ce qui passe par le Congrès, y compris ce projet de loi sur les soins de santé, est guidé par le président Obama qui veut réparation et régler tous les problèmes raciaux et sa haine ancrée en lui contre les Blancs. Bon, ça ce n'est plus le Tea Party de Boston tel que je l'envisageais. Moi, je crois que c'est plutôt une autre sorte de goûter de Tea Party. Mesdames et messieurs, est-ce que le populisme pourra faire son retour? Oui, c'est ce qu'il est en train de faire. La chute de la cote de popularité de Barack Obama depuis son élection il y a 2 ans, le fait que l'on réalise qu'il n'était pas le Messie, que c'était simplement un politique de Chicago avec tout ce qui va avec, a ouvert les portes à un grand changement dans la politique américaine, comparable à l'échelle de ce retour de manivelle populiste de la première Grande Dépression. Ce qui est intéressant, c'est que la seule réaction du président Obama soit de passer au protectionnisme. Apparemment, il a lu le script et il sait que c'est ce qu'il faut faire lorsqu'on est en poste aux États-Unis. Alors, est-ce qu'on va s'en prendre à la Chine? Le président Obama s'est exprimé la semaine dernière et le Congrès aujourd'hui a fait passer une nouvelle loi autorisant l'imposition de tarifs punitifs si les Chinois ne changent pas de politique monétaire. Je le dis, ce film, on le connaît, on l'a déjà vu. Voilà, mesdames et messieurs. Préparez-vous. Préparez-vous pour 2012. Je vous remercie.
Ladies and gentlemen, we started rather late. Mesdames et messieurs, nous avons commencé avec un peu de retard. Nous avons donc un petit peu de retard maintenant. Je ne vous en voudrais pas si vous devez nous quitter. Vous voudrez peut-être vendre vos bons du trésor américain aujourd'hui. Si vous souhaitez poser l'une ou l'autre question avant la petite réception, je serai très heureux d'y répondre. Et vous pouvez poser vos questions en français ou en anglais, mais dans un micro, s'il vous plaît. Do you have any, yes. So, would you have any idea? Et l'euro, que va-t-il devenir? The short answer to that Alors, je vous la fais courte. Et il faut qu'elle soit courte dans les deux sens du terme. C'est que l'euro ne peut avoir d'avenir qu'en tant que devise relativement faible. Je pense que c'est cela le scénario le plus vraisemblable. Rappelez-vous ce qu'a dit M. Trichet lorsqu'il a dit qu'il était prêt à sauver la Grèce et donc à monétiser la dette souveraine alors ce qu'il ne voulait pas faire avant. Et le coût de l'exercice serait très prohibitif pour les riches et les pauvres. Donc il va continuer à exister, mais le problème pour la Suisse, ça va exister comme une devise relativement faible, car ce n'est qu'en imprimant, en faisant marcher la planche à billets, qu'on va pouvoir éviter une grosse crise souveraine dans les mois à venir. Autre question. our microphone has died. It's awake. You made a very black picture. Vous avez brossé un tableau très sombre de notre avenir en raison de la dette qui frappe tous ces pays, mais peut-être il faut trouver une solution à ce problème. C'est vrai que la vraie économie ne va pas pouvoir augmenter les recettes fiscales, mais les marchés financiers sont très riches et il faudrait taxer les transactions boursières pour régler ce problème. Non seulement parce que c'est eux qui sont responsables de la crise, mais parce qu'il y a un déséquilibre macroéconomique. Il y a trop d'argent qui soit consacré à l'investissement et pas assez d'argent qui soit consacré à la consommation. Donc, une fiscalité des transactions boursières serait une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci de la question. Je suis avec beaucoup d'intérêt les débats qui ont eu lieu sur le prélèvement d'une taxe sur les transactions financières. Certaines transactions financières sont déjà grévées de prélèvements et je viens de vendre une maison à Boston aux États-Unis et je suis complètement époustouflé par le montant de l'impôt que j'ai dû payer sur cette transaction. Le problème, c'est que si ça ne se fait pas à l'échelle internationale de façon concertée, eh bien, le pays qui va se lancer en premier perdra sa place financière. Et ce sera aussi difficile de faire en sorte que les pays avancent de concert, comme cela a été aussi difficile pour faire en sorte qu'il y ait une réduction des CO2. Donc, je ne pense pas que ça va se faire. Mais je ne suis pas d'accord que les problèmes budgétaires de la plupart des pays développés ont besoin d'être résolus en augmentant la fiscalité des transactions boursières. Une réforme budgétaire, justement, ça pourrait permettre de réduire l'impôt des sociétés et, en fait, obtenir des fonds supplémentaires en jouant sur la TVA et sur la consommation, parce que ça a été une consommation excessive et pas assez d'épargne qui a fait que les économies occidentales ont passé par-dessus bord. Et donc, si on pouvait prendre des mesures affectant les recettes et les dépenses,
C'est ce qu'il faut faire de toute urgence, malheureusement, et je conclurai là-dessus. La plupart des politiques américains à Washington qui sont prêts à parler de réformes budgétaires pour discuter de la sécurité sociale et de la fiscalité, il y en a si peu que je ne peux pas les compter. Je peux les compter sur les doigts de ma main. Le populisme, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus efficace politiquement que de dire la simple vérité aux électeurs. Merci de votre attention. On your behalf, ladies and gentlemen, I would like... Mesdames, Messieurs, en votre nom à vous tous, je remercie le professeur Ferguson de cet exposé très inspirant. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'inspiration parce que c'est quand même des perspectives plutôt sombres. Cela m'inquiète que l'avenir soit aussi sombre. Mais enfin, merci de nous avoir dessillés et peut-être on pourrait faire quelque chose pour améliorer cette façon de voir les choses. De cet auditoire, je vous remercie d'être venu ici et au nom de la Fondation Latsis et de l'Université de Genève, je vous souhaite une excellente soirée.